Il est 19h30, l'heure de l'information sur RTI2. Soyez les bienvenus au sommaire. L'architecture durable et industrie locale au centre des réflexions de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2023. On en parle dans ce journal. Et puis, après une nuit de prolongation à la COP28 de Dubaï, les pays du monde entier ont approuvé un compromis avec un appel inédit à abandonner progressivement les énergies fossiles principales responsables du réchauffement climatique. Voilà, c'est tout pour les titres. Je le disais à l'instant, la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a ouvert ses portes. Cette année, l'accent est mis sur le développement de l'architecture durable et la valorisation de l'industrie locale. Une dématérialisée à travers les produits et prestations proposées par les architectes et spécialistes du bâtiment pour répondre aux besoins des populations et visiteurs. Justin Kouassi, Assiton Diarra. Nous sommes à Assini Mafia, à environ 90 km d'Abidjan. Aux abords de cette lagune se dresse une bâtisse à étages faite en bois. Cette œuvre architecturale est une réalisation d'un menuisier charpentier français, Michel Petit, qui vit dans la localité. C'est une maison avec étages de 3 chambres, d'une surface de 250 mètres carrés. Cette maison est faite entièrement en ossature bois, avec différentes finitions extérieures. Vous avez sur le mur extérieur une finition en pierre du Ghana et les 3 autres murs sont des finitions avec des panneaux en latté. La dalle, c'est une dalle béton, c'est un plancher ourdi avec une ventilation dessous pour laisser passer de l'air et de l'eau. Cette maison construite par Michel Petit appartient à Bernard. Pour lui, les constructions de ce type, en bois particulièrement, sont avantageuses. J'ai habité de nombreuses maisons en Afrique et je me suis aperçu que les maisons sont très mal isolées au niveau thermique et phonique. Elles sont souvent très humides parce qu'il y a les constructions classiques en parpaing, en béton, ce n'est pas sain, c'est malsain. Si nous sommes à l'intérieur d'une chambre, s'il pleut ou s'il y a une tornade, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas parce que c'est très très bien isolé. Cette manière de construire une habitation cadre avec l'architecture durable et industrie locale, thème de la 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat. Un salon qui vise à promouvoir le savoir-faire des spécialistes et acteurs locaux de l'architecture. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire tout avec du bois dans une maison. À partir du revêtement mural, sol jusqu'aux portes, placards, dressing, cuisine. Nos produits sont 100% ivoiriens et je vois un peu que les gens veulent consommer du local, voilà, donc surtout le bois. Les stands ici ne désemplissent point. Archibat est devenu un marché africain qui attire les architectes de tous les coins du monde. Archibat, c'est une belle vitrine. Ça nous permet, nous qui ne sommes pas des professionnels de la construction, d'avoir une idée de ce qui se fait. Et puis, sur un plan personnel, je travaille sur certains projets et qui ont une orientation éco et qui allient à la fois le matériel africain, ivoirien, avec des techniques modernes. C'est du bois ivoirien de bonne qualité en plus, donc c'est des matériaux qu'on connaît en général, mais bon, on n'avait pas forcément les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour savoir où les trouver. C'est une très bonne opportunité en tout cas. Nous sommes là dans le cadre d'une recherche liée à l'architecture d'intérieur, concernant le matériau et tout ce qui a trait à la construction. C'est une nouvelle expérience parce que ça nous amène à découvrir plein de choses liées à l'architecture d'intérieur. Nous sommes impressionnés par la qualité du salon. En Afrique centrale, pour le moment, il n'y a pas de salon de ce calibre-ci qui réunit uniquement des spécialistes du bâtiment. Notre vision à long terme, c'est de faire venir Archibat au Cameroun ou alors d'organiser un événement semblable à l'Archibat pour réunir les spécialistes du bâtiment au Cameroun. Cette année, cette lucarne pour la visibilité des produits et de la créativité des architectes locaux ou venus d'ailleurs se tient au parc des expositions de Port-Bouët du 12 au 16 décembre. Au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le mouvement citoyen Génération Gagnante a un nouveau coordonnateur. Pour la circonstance, les populations sont venues de toutes les contrées de la région pour traduire leur soutien au coordonnateur nouvellement investi. Non Sangaré.
Il est désormais le coordonnateur régional du mouvement citoyen Génération Gagnante dans la région de la Maraoué. Ahmed Ouedraogo a été investi dans ses attributs de coordonnateur régional par Simon Kambiré, président national du doux mouvement. Contribuer à la formation démocratique des masses, promouvoir l'engagement citoyen et développer les valeurs républicaines, ce sont entre autres les objectifs fixés au nouveau coordonnateur régional de Génération Gagnante dans cette partie du pays. Nous venons d'investir quelqu'un qui aura pour mission d'installer notre base sur l'ensemble de la région. Son rôle, c'est de créer la concorde entre les citoyens qui vivent ici, conformément également aux attentes du président de la République, aux attentes du Premier ministre. Notre mission, c'est d'accompagner le gouvernement dans ses actions, le gouvernement dans ses bonnes actions. Mais notre rôle aussi, c'est à un certain moment aussi de pouvoir dire au gouvernement, dans tel endroit, nous devons pouvoir faire attention. Pour relever ces défis, Ahmed Ouedraogo veut compter sur le soutien des filles et fils de la Maraoué. Car selon lui, l'action citoyenne doit être au-dessus de l'action politique. Parmi ces objectifs à atteindre, le social et surtout faire la promotion de la bonne gouvernance et faire en sorte que chacun ait un bon esprit, à savoir l'esprit de saluer ce qui est bien fait. Quand ton pays gagne, tu gagnes. Créé en décembre 2017, Génération Gagnante est un mouvement citoyen constitué de hauts cadres de l'administration publique et privée, d'élus, d'hommes d'affaires et de leaders de la société civile. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision a procédé à la cérémonie de graduation de sa 6e promotion d'apprenants. Au nombre de 71, ils ont été élevés au grade d'expert en ingénierie du genre. Aziz Guigra, Clément Boko. Après 9 mois de formation, ils sont à présent aptes à devenir des experts en ingénierie du genre. Au nombre de 71, ces diplômés sont à mettre à l'actif de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Ces diplômés en ingénierie du genre sont désormais outillés pour pratiquer l'équité et l'égalité entre les genres. La chaire UNESCO, c'est une sorte de think tank, c'est-à-dire un réservoir de connaissances qui a pour mission de travailler sur les questions de genre, de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, de l'équité et de la paix, pour un développement durable et équitable qui est profitable à chaque habitant de la Terre. Nous, notre chaire, c'est pour travailler, former des experts en genre pour que ces gens-là puissent travailler dans leurs différents domaines avec les outils qu'on leur aura donnés pour comprendre le monde. La chaire UNESCO a fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire grâce au concours de la ministre Euphrasie Yao. Des années plus tard, au cours de l'année académique 2017-2018, la formation qualifiante en ingénierie du genre a vu le jour. Objectif, contribuer à la création d'un environnement favorable à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes. C'est le couronnement de beaucoup d'efforts. Et si vous me demandez pourquoi une formation en genre, je vais dire que c'est une ouverture complète sur des problématiques dont on n'a pas toujours conscience au quotidien. C'est le rôle de la femme. Souvent dans nos sociétés, c'est un rôle qui est rabaissé, non valorisé. Et donc une formation en genre permet de prendre conscience de ces inégalités au détriment des femmes et avec un œil, on va dire, d'expert en genre, de prendre conscience et les corriger ou en tout cas les atténuer. On a appris plusieurs outils. On a appris que le genre, ce n'est pas seulement qu'une connaissance de nombre de femmes dans une assemblée. Le genre, ce n'est pas seulement que la femme. Mais le genre, c'est de prendre en compte les inégalités des hommes et des femmes dans les programmes, de sorte à ce que les hommes et les femmes partent ensemble pour un développement durable. Et l'outil qui m'a plus marqué, c'est le Balance Scorecard, qui est un outil, un tableau de bord qui nous permet d'auditer les entreprises et de les accompagner à intégrer réellement le genre dans leur politique. Ce qui m'a motivé à faire cette formation, parce que je suis d'abord chef d'entreprise et je suis leader. Et je veux encore devenir une leader et pouvoir porter le flambeau du genre un peu partout en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans tout le monde entier. Et je veux savoir c'est quoi le genre. Je veux m'enquérir voilà, de perspectives du genre. C'est pourquoi j'ai fait cette formation. Et vraiment, ça m'a enrichi. Cette année marque la 6e promotion d'apprenants qui viennent étoffer le nombre des experts en ingénierie du genre.
Et de neuf pour l'opération Épervier, cette action gouvernementale à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui vise à instaurer un climat de paix durant ces périodes de fin d'année en mettant en déroute les malveillants qui oseront troubler la quiétude des citoyens. À Mans, c'est la place de la paix qui a servi de cadre au lancement de l'opération. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Le dispositif sécuritaire est bien huilé pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes. Les voleurs, agresseurs, en tout cas toutes ces personnes qui mettront à mal la quiétude des honnêtes citoyens auront pour leur compte. Je le dis toujours et je le répète, la police nationale a tous les moyens pour relever tous les défis. Notre credo, notre vocation, c'est servir, faites-nous confiance. Mais tout en nous faisant confiance, ça n'exclut pas que vous devez travailler en collaboration avec nous. L'opération Épervier a fait ses preuves au regard des éditions précédentes, d'où la joie des populations quant à sa réactivation. Ce sont des sentiments de fierté dans un premier temps parce que la commune de Mans compte beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Toutes ces opérations qui sont en train d'être menées pour éloigner toutes les situations qui sont désagréables vis-à-vis de la vie, sont des sentiments de fierté. Les autorités préfectorales ont exprimé leur gratitude à leur illustre mandant qui fait de la question sécuritaire une priorité absolue. Je voudrais en premier lieu, comme je l'ai dit à l'entame, remercier d'abord le président de la République, ensuite monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour les efforts, n'est-ce pas, sans cesse, n'est-ce pas, donc, qu'ils consentent à l'effet donc de permettre à la population de vivre, n'est-ce pas, donc, la sérénité. Encourager tout ça, l'effort de défense de sécurité, les exhorter, n'est-ce pas, donc, à faire leur travail afin que la population, n'est-ce pas, donc, vive, n'est-ce pas, dans la sérénité. L'opération Épervier 9 est menée par des forces mixtes, police, gendarmerie, armée, douane et sapeurs-pompiers civils. Dans le centre du pays, la Fédération des associations féminines de Bonon, soutenue par la Fondation Espace Afrique, section Côte d'Ivoire, a organisé une journée sportive et de dépistage du VIH-Sida, du diabète et de l'hypertension artérielle. De nombreuses femmes ont pris part à cette rencontre visant à encourager ces dernières à pratiquer le sport et à prendre soin de leur santé. Maïssa Kogei. Footing et fitness dans les rues de Bonon, ville du centre-ouest du pays. Une activité au bénéfice des femmes de cette localité, couplée à des séances de dépistage du VIH-Sida, de l'hypertension artérielle et du diabète. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Bonon, FAFEBO, avec le soutien de la Fondation Espace Afrique, FEA. Nous, les femmes du Bonon, c'est-à-dire la fédération, on se soucie de la santé de la population, de nos mamans, de nos papas. C'est pour ça que nous avons organisé cette belle activité. Parmi les 150 personnes dépistées pour le VIH, nous avons eu 2 cas de VIH positifs que nous avons référés à l'hôpital général de Bonon pour prise en charge. L'objectif que nous visons, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont acquérir cette connaissance sur le yoga, de pouvoir avoir la paix intérieure. Créer une paix sociale autour d'eux et surtout améliorer leur état de santé. Les femmes de Bonon ont été exhortées à la pratique du sport, une activité qui, comme le dépistage, permet de prévenir et détecter les maladies. Dans la commune de Cocody, au siège de Burida, s'est tenue une cérémonie de signature de convention entre Burida et l'Institut Goethe. Pour le Bureau ivoirien des droits d'auteur, cette signature s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son axe stratégique 2 qui vise à élargir l'assiette de perspection en vue de l'accroissement des ressources. Clément Boucaud. Partenariat stratégique entre le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, et l'Institut Goethe. Ces 2 institutions entendent désormais lutter conjointement pour le respect de la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins. L'Institut Goethe, avec lequel nous venons de signer ce partenariat, organise et reçoit beaucoup d'événements. Mais puisqu'il n'a pas forcément l'obligation d'exiger d'eux qu'ils montrent la preuve de l'autorisation préalable du Bureau ivoirien du droit d'auteur, ces événements-là, quand nous ne sommes pas informés, bien évidemment, nous échappent. Et l'Institut, ou le Goethe Institut aujourd'hui, en acceptant de signer ce partenariat, s'oblige dorénavant à faire constamment la promotion du droit d'auteur auprès des différents promoteurs événementiels, mais également à collecter ces droits-là pour notre compte. De leur côté,
Les responsables de l'Institut Goethe s'engagent à toujours accompagner les artistes dans leur volonté d'élargir leurs horizons. Nous considérons s'il y a une loi qui règle les droits d'auteur et il y a une institution qui les gère, c'est tout à fait normal et ça va de soi qu'on signe une convention. On va bien sûr organiser que toutes ces obligations qui sont écrits dans la Convention soient rendus dans la pratique, comme on dit peut-être. Donc qu'il y aura une pleine transparence de ce que nous faisons à l'Institut pour le Burida et l'inverse. Cette convention entre le Burida et l'Institut Goethe est valable jusqu'au 31 décembre 2024 et peut être renouvelée. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur assure la gestion des droits de près de 6 000 auteurs. En religion, la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo a organisé une activité dénommée la Journée culturelle du musulman. Objectif, exhorter la communauté musulmane à copier le modèle de vie conjugal recommandé par le prophète de l'islam. Yacouba Koulibaly, Assiton Dira. Inviter la communauté musulmane à copier le modèle de vie conjugale recommandé par le prophète de l'islam. C'est l'essentiel des enseignements de Cheikh Tidiane Diabaté, conférencier à ses co-religionnaires à l'occasion de la journée culturelle du musulman organisée par la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo. Lorsqu'on parle de la stabilité dans le couple, on parle de l'éducation réussie des enfants, on parle aussi de la réalisation de la bonne valeur morale de la nouvelle génération. Donc il faut absolument qu'il y ait l'harmonie, la paix, l'entente dans le couple pour qu'on puisse se concentrer sur l'éducation des enfants et sur le côté religieux aussi. Occasion pour Issouf Ouattara, président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et ses membres des orthos vivent ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Et quand nous vivons ensemble, nous devons vivre en parfaite harmonie pour nous-mêmes, notre propre bonheur et pour le bonheur de tous ceux qui sont autour de nous. En ce qui concerne la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2, nous avons les bras ouverts, nous voulons faire à tout, comme on le dit chez nous dans le langage ivoirien, nous voulons faire à tous ceux qui sont autour de nous. Voilà. Nous voulons un message d'amour, un message d'union à tous ceux qui sont autour de nous. Une initiative saluée par le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. C'est toujours encourager les communautés musulmanes, partout où elles sont, de s'engager pour l'islam. Car les valeurs de l'islam sont des valeurs universelles. Et faire en sorte que partout où ils soient des modèles. Ils participent à la cohésion sociale, aient des bons rapports avec leurs voisins et aient des comportements exemplaires. Appeler chaque membre de la communauté à faire de l'éducation une priorité et pour ce faire, donner la chance à nos enfants d'être instruits, d'avoir la connaissance et en plus de cela, d'avoir une très bonne éducation. Car l'éducation est le seul rempart vis-à-vis des fléaux de la société. C'est une très belle initiative. En tout cas, elle vient à point nommé. Elle vient dans le but de nous rassembler et de montrer à toute la communauté que nous pouvons former une individu et nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. Savoir entretenir le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix, c'est ce à quoi aspire le comité d'organisation du Maoulid qui vise le développement social à l'horizon. L'information, c'est aussi les djihadistes du groupe de soutien de l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, le JNIM, qui ont mené une attaque d'envergure à Farabougou, région de Ségou, dans le centre du Mali. Au moins une quarantaine de soldats maliens auraient été tués dans ce village devenu symbole à la fois des souffrances de la population malienne et des efforts des autorités de transition pour tenter de restaurer la sécurité.
Toujours dans la sous-région, au Bénin, 2 soldats des forces armées béninoises sont décédés à Bako-Maka, dernière contrée avant la frontière entre le Bénin et le Niger. Les 2 militaires étaient allés s'approvisionner en eau potable et c'est sur le chemin du retour que leur moto a roulé sur un engin explosif improvisé. Ils sont morts des suites de leurs blessures. Et pour terminer, un accord a été trouvé à la COP28 à Dubaï, un test bien plus équilibré que la mouture précédente qui avait suscité un véritable tollé. L'ambition de la sortie des énergies fossiles n'a pas été atteinte, mais les avancées sont notables pour une transition hors des énergies fossiles. Pour le groupe Afrique, cet accord présente de très grands progrès. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.